Euh, Puisqu'on est entre nous, je vais vous faire une confidence. Je suis vraiment très heureux ce matin de ne pas être directeur financier d'une entreprise du CAC 40. Pourquoi? Parce que l'intérêt pour la recherche d'un tel poste, c'est d'obtenir des produits nouveaux après au moins 3 mois de recherche, facilement, et des dividendes 3 mois après, au maximum. Et si j'étais ce directeur financier, Serge Haroche, vous seriez mon cauchemar. Je m'explique, en faisant notamment référence à un chat au monde.fr qui avait eu lieu quelque temps après votre prix Nobel. Question. Souvent, les journalistes ou le public demandent aux chercheurs « Mais à quoi servent vos recherches ?» Votre réponse. Je fais de la recherche fondamentale, donc a priori, elle ne sert à rien. Virgule, rien d'immédiat, on respire. Et puis vous poussez le bouchon, même pas quantique, un peu plus loin. Question, quelles ont été les applications pratiques de vos travaux? Votre réponse, pour l'instant, il n'y a eu aucune application pratique. Et comme si cela ne suffisait pas, vous affirmez tout de même que la recherche fondamentale constitue le socle sur lequel tout le reste est possible. Alors pour les directeurs financiers et pour tout le monde, venez vous justifier. Serge Haroche. Bien, malgré ce défi dangereux que vous venez de me poser, je suis très heureux d'être ici, de participer donc à ces tables rondes de l'Arbois pour la première fois en ce qui me concerne. Et donc je voudrais remercier les organisateurs, Daniel Nahon et Guy Laval, qui m'ont aimablement invité et qui vont donc me donner l'occasion d'essayer de me justifier et de vous parler de recherche fondamentale et du lien qui existe entre la recherche fondamentale et de façon générale la civilisation et la société. Et ces problèmes ont été abordés déjà dans les discours qui ont précédé, donc une bonne partie de ce que je vais dire ne va pas vous paraître tout à fait nouveau. Je pense que, pour être encore plus provocateur, la recherche fondamentale, elle est gratuite, non pas parce qu'elle ne coûte pas d'argent, mais parce qu'elle cherche d'abord à satisfaire notre curiosité gratuite, notre désir qui a commencé il y a très très longtemps de connaître la nature et de connaître la place de l'homme dans la nature. Donc la recherche fondamentale, elle répond à un besoin inné de connaissance avant même que l'on s'intéresse aux applications possibles. Je voudrais également dire que c'est une activité qui a une composante esthétique et qui, par certains aspects, se rapproche de l'art. Et donc, il n'y a pas de différence et de frontières nettes entre la recherche en sciences, l'art et évidemment la recherche en sciences humaines et sociales. Et bien entendu, comme il faut justifier à la fin l'argent qu'on dépense, j'insisterai aussi sur l'aspect utilitaire. Et comme vous l'avez rappelé, j'essaierai de vous montrer que sans recherche fondamentale, aucune des innovations qui ont bouleversé notre vie et qui ont changé donc notre vie quotidienne, en particulier dans les 100 dernières années, n'aurait été possible sans les avancées de cette recherche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quelle est la partie de la recherche fondamentale qui va être utile. Alors, il y a des gens qui disent que la recherche fondamentale, dont je fais partie, que la recherche fondamentale se justifie en soi. Et puis, il y a d'autres personnes qui pensent que la recherche fondamentale n'est importante que dans la mesure où un jour elle sera utile. Et lorsqu'on prend ce deuxième aspect, ce deuxième point de vue, je trouve qu'on court un grand danger. D'abord parce qu'on est incapable, comme je le disais, de prévoir quelle est la partie, quelle est l'aspect de la recherche fondamentale qui va être un jour utile, et ensuite parce que ça revient à condamner des aspects essentiels de l'acquisition de connaissances qui n'auront jamais d'utilité pratique et qui néanmoins font partie du patrimoine de l'humanité. Je voudrais commencer cet exposé par vous montrer deux documents. Une tablette cunéiforme qui a été retrouvée il y a peut-être quelques dizaines d'années, mais qui reposait dans les sables de Mésopotamie depuis des millénaires. Et sur cette tablette, vous voyez inscrits des signes étranges qui ne font pas sens pour le commun des mortels et qui demandent une interprétation. Et puis vous voyez ici la carte du rayonnement cosmologique de l'univers, une carte en fausse couleur
qui représente les fluctuations du rayonnement cosmique, du fond micro-ondes de l'univers, et qui, à nouveau, ne feront pas sens pour le commun des mortels. Ces deux documents demandent à être interprétés, et ils ne peuvent être interprétés que par la recherche fondamentale. La recherche fondamentale donc, est basée sur des connaissances acquises antérieurement. Elle demande la compréhension d'informations extrêmement difficiles à déchiffrer, et il ne s'agit pas simplement de collecter l'information, il faut ensuite l'interpréter, construire des modèles qui permettent de comprendre et d'aller plus loin. Et ces deux documents, en fait, je les mets en parallèle parce qu'ils se rapportent à notre histoire. Le document de gauche se rapporte à l'histoire de l'humanité, et donc en déchiffrant ces documents cunéiformes, on comprend comment une société a vécu il y a plusieurs millénaires. Il s'agit de savoir s'il s'agit ici d'un contrat de mariage, d'un simple contrat d'échange de biens entre des personnes ou d'un texte législatif. Et nous avons des collègues au Collège de France qui savent faire cela et qui savent remettre ce genre de documents dans leur contexte. Je pense que c'est important également de montrer ce genre de documents, spécialement aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier. C'est un patrimoine de l'humanité qui est en danger et que les barbares dont vous avez parlé attaquent directement au lieu même où ils ont été trouvés en Mésopotamie. Le document de droite également se rapporte à notre histoire. C'est en comprenant comment l'univers s'est formé il y a plus de 13 milliards d'années que l'on peut comprendre les origines de la vie également. Et l'analyse des fluctuations qui apparaissent ici en fausse couleur contribue beaucoup à cela. Donc deux documents au sujet de notre passé qui demandent une interprétation, et une interprétation par la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, elle a été financée au cours du dernier siècle par beaucoup d'argent, et elle a donné lieu à la construction d'instruments qui sont impressionnants. Je vous montre ici, par exemple, l'observatoire Keck à Hawaï qui explore l'univers. Vous avez ici un des détecteurs du CERN, grâce auquel le boson de Higgs a été découvert il y a 3 ans. Vous avez ici le satellite Planck, avant qu'il ait été lancé, sur lesquels on faisait les derniers réglages il y a quelques années. Et puis je vous montre ici l'antenne gravitationnelle, donc 2 bâtiments extrêmement longs, orientés à angle droit l'un de l'autre, dans lesquels des faisceaux laser, qui sont parcourus par des faisceaux laser, à l'aide duquel on espère découvrir un jour des ondes de gravitation, ces ondes qui sont provoquées par des événements catastrophiques dans l'univers, comme l'effondrement d'une étoile ou qui provoquent donc ces ondes qui arrivent jusqu'à nous et qui peuvent nous informer sur des événements qui se sont produits il y a longtemps, puisqu'il s'agit d'événements que nous observons souvent, parfois des milliards d'années après qu'ils se soient produits. En anglais, l'expression pour la recherche fondamentale, c'est Blue Sky Research. Et je pense que le qualificatif de Blue Sky s'applique particulièrement lorsqu'on voit cela. En fait, ces constructions gigantesques, je pense en particulier aux cavernes que l'on a dû creuser dans le sous-sol genevois pour construire l'accélérateur du CERN et ses détecteurs, elles ont des tailles comparables aux pyramides d'Égypte. Et donc on a souvent comparé l'effort qu'il a fallu pour construire cela à l'effort des hommes et des esclaves qui ont construit ces pyramides. Et en fait, je pense qu'on peut trouver un lien entre les deux. Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'obtenir un avantage économique immédiat. Les Égyptiens construisaient ces pyramides pour essayer de relier leur histoire aux forces cosmiques, au soleil et à leur divinité. Et donc, ils cherchaient une explication au monde dans ces monuments. Et la science moderne, elle cherche également une explication au monde. Et dans le cas que je vous montre ici, il ne s'agit pas du tout d'applications qui vont un jour prochain nous servir. Il s'agit simplement d'acquérir des connaissances sur le monde qui nous entoure. Et en fait, ces connaissances, elles nous ont montré au cours des siècles que la place de l'homme est finalement très différente de celle à laquelle on pensait au début. Dès le début de la révolution scientifique au XVIIe siècle, des gens comme au XVIe, XVIIe siècle, Copernic, Galilée, Kepler nous ont montré que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que malgré ce que certains pensent encore aujourd'hui, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Et donc il y a eu un certain déclassement de l'homme, un décentrement de l'homme qui s'est poursuivi ensuite. Et on s'est rendu compte que non seulement la Terre tournait autour du Soleil, mais que le Soleil n'était qu'une toute petite province de notre galaxie et que notre galaxie n'était qu'une parmi des milliards de galaxies
que l'on trouve dans l'univers, et que cet univers était en évolution permanente. Je montre cette image, elle est très connue, c'est une image de la nébuleuse de l'Aigle, à l'intérieur de laquelle des poussières s'agglutinent en permanence sous l'effet des forces de gravitation pour former de nouvelles étoiles qui s'allument et qui perpétuent donc l'existence de l'univers et l'évolution de l'univers. Et ce qu'on a appris récemment, c'est que autour de chacune de ces étoiles, pratiquement autour de chaque étoile, il existe des planètes qui orbitent, et il y a vraisemblablement certaines de ces planètes sur lesquelles des conditions sont réunies pour que la vie puisse s'y développer. Donc voilà encore une atteinte au narcissisme de l'homme. Non seulement on n'est pas au centre de l'univers, non seulement le Soleil n'est qu'une province de la galaxie, et la galaxie une parmi tant d'autres, mais en plus nous ne sommes pas les seuls êtres, nous ne sommes sans doute pas les seuls êtres vivants. La vie a pu se développer ailleurs, et peut-être même une forme de vie intelligente. Et là encore, il s'agit, alors je montre ces images parce que c'est de la recherche fondamentale. Une des façons que l'on a de voir, de montrer l'existence de ces planètes, c'est simplement de détecter la lumière qu'on reçoit, la lumière de l'étoile, et la toute petite diminution de la lumière de l'étoile lorsque la planète passe devant l'étoile et donc dans la ligne de visée. En fait, c'est une éclipse que l'on voit. C'est la planète qui éclipse son étoile. Mais c'est une éclipse très partielle, parce que la planète est beaucoup plus petite que l'étoile. En fait, j'en profite pour dire que demain, nous allons avoir une éclipse de soleil qui sera beaucoup plus impressionnante que cela, parce que la planète qui tourne autour de nous est beaucoup plus grosse, et, parce qu'elle est plus proche, et elle va éclipser pratiquement complètement le soleil. En fait, les signaux que vous voyez là sont des signaux d'éclipses qu'on appellerait des éclipses annulaires, où le soleil n'est pas complètement... où l'étoile n'est pas complètement oblitérée, mais on peut, à partir de ces expériences, déterminer quelle est la masse de l'étoile, à quelle distance elle est la masse de la planète, à quelle distance elle est de son étoile, et on découvre de plus en plus de ces planètes, dont certaines sont dans la zone d'habitabilité. Et donc, on sait qu'il y a d'autres vies possibles, enfin on le saura sans doute, mais on n'aura jamais moyen de communiquer avec eux, parce que ces étoiles se trouvent souvent à des centaines, des milliers, voire des millions d'années-lumière, et il est impossible d'imaginer, malgré tout ce qu'on peut dire des progrès de la science, qu'on pourra avoir un contact direct avec eux. Donc voilà de la recherche fondamentale complètement inutile au sens des applications. Ce sont des gens, on va apprendre qu'il existe sans doute, ou qu'il a existé peut-être d'autres civilisations, mais qu'on n'aura aucun moyen de les contacter directement. Je crois qu'il est difficile de parler de recherche fondamentale, surtout quand on fait de la physique, sans parler du lien entre la théorie et les expériences. Et je voudrais vous dire quelques mots sur la théorie, comment la théorie et l'expérience sont en dialogue permanent, et comment ce sont le développement des modèles théoriques qui nous ont permis de comprendre le monde qui nous entoure. Donc je vais vous parler de la puissance prédictive des théories, et je vais essayer également de vous donner un peu une impression de la beauté d'une théorie. Pourquoi est-ce que la théorie en elle-même est belle et donc mérite d'être développée et connue? Depuis le développement de la révolution scientifique au XVIIe siècle, il y a eu une succession de grands scientifiques que tout le monde connaît, Galilée, Newton, Maxwell, Einstein, Bohr, Schrödinger. À chacune de ces personnalités scientifiques, on peut associer une équation. Et qu'est-ce que c'est qu'une équation? C'est une formule mathématique en général qui est belle, en tout cas pour les mathématiciens, qui a une forme de symétrie qui reflète en fait des symétries profondes de la nature. L'une des raisons pour lesquelles la physique est représentée par des équations, c'est que la nature obéit à des symétries fondamentales, et j'essaierai d'en dire quelques mots ici. Je vais commencer par l'équation qui est peut-être la seule que les gens connaissent et qui est la plus connue, qui est la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, qu'il a établie en 1905. Vous voyez que c'est une équation qui est très simple, il y a 5 signes, si vous incluez le signe égal, et ces 5 signes ont une profondeur extraordinaire. Cette équation nous dit simplement que tout élément de matière contient de façon potentielle une énergie qui est proportionnelle à la masse de cette matière et au carré de la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière est tellement grande que cette quantité d'énergie est énorme. Donc la matière contient potentiellement une quantité énorme d'énergie. Et cette énergie, ça veut dire que lorsqu'une transformation se produit, une réaction chimique ou une réaction nucléaire, et qu'elle produit de l'énergie, ça veut dire que la masse des éléments qui réagissent diminue légèrement. Cette diminution, il a été extrêmement difficile à mettre en évidence parce qu'elle est très faible. Une toute petite variation de masse produit une quantité d'énergie énorme.
Néanmoins, on peut le mesurer maintenant et on peut vérifier cette équation. Et c'est cette équation qui explique pourquoi les étoiles produisent de l'énergie. Il y a des réactions nucléaires dans lesquelles les masses des atomes d'hydrogène et d'hélium changent, et cette énergie, elle est rayonnée par l'étoile sous forme de lumière, elle nous arrive sur la Terre, et c'est grâce à cette énergie que nous pouvons vivre, que la vie a pu se développer. Et c'est donc la lumière qui transporte l'énergie. Alors immédiatement, il se pose une question, c'est que la lumière transporte l'énergie, et pourtant nous avons tous appris que la lumière n'a pas de masse. Les photons, les grains de lumière ont une masse nulle, et alors on arrive un peu à une contradiction. Comment se fait-il qu'on a de l'énergie alors qu'on n'a pas de masse? Alors c'est là qu'on voit que la physique, même sous forme simple, est un peu plus compliquée que ce qu'on peut penser au début, et il y a des détails auxquels il faut penser. En fait, l'équation que je vous ai écrite là n'est qu'une la partie d'une équation plus complète, c'est la plus complexe que je vous montrerai, la plus complexe que je vous montrerai dans cet exposé. En fait, ce qu'Einstein avait écrit, c'est qu'il y avait une relation entre la masse, l'énergie et l'impulsion. L'impulsion, c'est la quantité de mouvement qui existe dans un corps. Et la formule E égale mc2, elle s'applique pour des corps au repos. Or, il est impossible d'écrire une équation pour un corps au repos lorsqu'il s'agit de lumière, parce que la lumière n'est jamais au repos. La lumière se propage à grande vitesse. Et donc, dans le cas où le corps est au repos, on retrouve la formule E égale mc2. Mais dans le cas des corps qui n'ont pas de masse, des systèmes qui n'ont pas de masse comme la lumière, si m est égal à 0, cette équation se réduit à E égale pc. Ça veut dire que la lumière transporte de l'énergie, mais cette énergie est proportionnelle à son impulsion. Et donc, ça veut dire que la lumière possède de l'impulsion. Qu'est-ce que c'est que l'impulsion? C'est la capacité à faire bouger un corps au cours d'une collision. Et on sait très bien que lorsque la lumière arrive sur un corps solide, elle le pousse, c'est ce qu'on appelle la pression de radiation. C'est la pression de radiation qui explique que les queues des comètes, lorsque la comète passe au voisinage du Soleil, s'éloignent du Soleil. Et c'est la pression de radiation qui est exploitée maintenant en physique pour ralentir des atomes et réaliser des conditions de température très très faibles qui ont permis de faire des expériences très intéressantes dont je n'aurai malheureusement pas le temps de vous parler. Donc vous voyez, vous avez ici une équation qui est à la fois belle et importante. Elle est belle parce qu'elle a une forme relativement simple, et elle est simple parce qu'elle exprime une physique très simple. En fait, je n'ai pas le temps de vous expliquer comment Einstein est arrivé à cette équation, mais il y est arrivé à partir de considérations de symétrie très simples. Il est parti de l'idée qui était connue depuis Galilée, que les lois de la physique sont les mêmes par rapport à des observateurs qui se déplacent en mouvement uniforme les uns par rapport aux autres. Alors ça peut vous paraître compliqué, mais nous avons tous fait cette expérience. Si vous êtes dans un train et que vous êtes un peu distrait et que c'est le train d'à côté qui démarre, pendant un moment, vous ne savez pas si c'est vous qui bougez ou si c'est l'autre train qui bouge. Vous avez l'impression que vous bougez alors que vous ne bougez pas. C'est le principe de la relativité du mouvement. Galilée l'avait déjà exprimé au XVIIe siècle, mais Einstein l'a développé davantage. Einstein s'est dit, ce principe, il doit s'appliquer également à la lumière. Ça veut dire que la lumière doit avoir la même vitesse par rapport à tous les observateurs. Et c'est cela qui l'a conduit. À partir du moment où on admet que la lumière a la même vitesse par rapport à tous les observateurs, cela conduit immanquablement à l'idée que le temps ne peut pas être le même pour tous les observateurs. Et donc que le temps dépend du repère dans lequel on se trouve. Et donc il a été obligé de renoncer, il a fait renoncer la physique à cette notion qui paraissait un socle absolument indéboulonnable, que le temps était un paramètre le même pour tous, un paramètre objectif le même pour tous. Le temps, tout comme l'espace, sont devenus des paramètres relatifs. Et en fait, ce n'est que l'espace-temps, le mélange de l'espace et du temps, qui constitue la base sur laquelle le monde physique se développe. Donc voilà une première idée, mais ensuite, Einstein, quelques années plus tard, a étendu cette idée à ce qu'on appelle la relativité générale. Il a repris encore une idée de Galilée. Galilée s'était rendu compte que tous les corps, quel que soit leur poids, tombent à la même vitesse. Et ceci exprime le fait que la masse a deux significations différentes. La masse, c'est ce qui s'oppose au mouvement, ce qu'on appelle la masse inerte, et la masse, c'est également ce qui est attiré par des corps, c'est la masse gravitationnelle. Et ces deux masses sont identiques. Et c'est parce que ces deux masses sont identiques que tous les corps, qu'ils soient légers ou lourds, tombent à la même vitesse. Et c'est en réfléchissant à cette idée que Einstein, en partant également de son idée du fait que l'espace et le temps formaient un tout, est arrivé à l'idée de la relativité générale. La relativité générale met en jeu deux partenaires. Vous avez d'un côté l'espace-temps et de l'autre côté la masse et l'énergie. Et l'espace-temps, la masse et l'énergie déforment l'espace-temps. Et là, je vous ai représenté un petit peu cela de façon
visuel, la masse déforme l'espace-temps un peu comme si, quand vous déposez une masse pesante sur une nappe, vous allez la déformer, vous allez faire un creux dans la nappe, vous allez changer la structure de l'espace-temps. Et donc, la masse déforme l'espace-temps, et inversement, l'espace-temps indique aux masses comment elles doivent se déplacer. Une fois que l'espace-temps est déformé, les lignes de plus court chemin entre deux points ne sont plus des droites, ça devient des courbes, et ces courbes expliquent pourquoi les planètes tournent autour du Soleil, et elles expliquent aussi que la lumière, en présence d'une masse pesante, va être déviée, qu'il va y avoir une déflexion de la lumière, que la lumière qui transporte de l'énergie va subir l'effet des poids et des masses autour desquelles elle se propage. Einstein a établi cette théorie en 1915. Vous avez ici à gauche la lettre dans laquelle il décrit la déflexion d'un rayon lumineux longeant le Soleil, et il avait prédit que l'éclipse de Soleil de 1919 devrait permettre d'observer ce phénomène. Si vous regardez une étoile au voisinage du Soleil, vous ne pouvez pas la voir quand le Soleil brille, parce que le Soleil aveugle complètement l'observation, mais lorsque la Lune passe devant le Soleil et éteint la lumière du Soleil, on voit les étoiles au voisinage, le ciel devient sombre, et les étoiles apparaissent dans une direction qui est légèrement différente de ce qu'elle est en l'absence du Soleil. Ça veut dire que les rayons lumineux sont défléchis au voisinage du Soleil. Cette déflexion, qui a été mesurée et observée ayant une valeur conforme à ce que Einstein avait prévu, a été une véritable bombe. C'était juste après la Première Guerre mondiale, et Einstein est devenu célèbre du jour au lendemain, et ça a même transcendé les clivages politiques. Einstein était, comme vous le savez, allemand. Il n'était pas allemand, mais il travaillait en Allemagne, et il était ostracisé par les Anglais et les Français parce qu'il était allemand. Mais malgré ça, en 1919, il a été invité partout. Et comme je suis professeur au Collège de France, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer des photos qui ont été prises en 1922. Langevin, qui était professeur au Collège de France, a eu le courage, malgré les résistances de ses collègues, d'inviter Einstein à ce moment-là à Paris. En fait, je dis ça pour Guy Laval en particulier, l'Académie des sciences s'est illustrée par le fait qu'elle a refusé de recevoir Einstein en 1922, et Langevin a été obligé d'organiser les conférences d'Einstein au Collège de France. Donc voilà, Einstein discutant avec Langevin. Vous avez ici la foule à la porte du Collège de France pour écouter donc la conférence d'Einstein, et vous voyez que le Collège de France est resté le même. La seule différence, c'est que dans cette foule, il n'y a que des hommes, et ils portent tous des chapeaux. Alors maintenant, ces deux éléments ont changé. Je montre cette photo aussi parce que lorsque j'étais élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, j'avais un vieux professeur de physique qui a approché de l'âge de la retraite et qui nous avait raconté qu'il avait assisté à la conférence d'Einstein donnée en 1922 et qu'il n'y avait absolument rien compris. Et donc, ce professeur était un professeur de la vieille école, et pour lui, les histoires de relativité étaient des diableries un peu sulfureuses qu'il ne fallait pas trop y penser. Donc voilà une dernière photo qui montre Einstein enseignant la relativité générale à Paris en 1922. Mais on peut remonter à plusieurs années en arrière. En fait, Einstein a contribué à la physique, non seulement dans le cadre de la relativité, mais c'est lui également qui a permis le démarrage de la physique quantique. Et là encore, c'est la lumière. Einstein a été fasciné par la lumière, et là encore, ce sont des propriétés bizarres de la lumière que l'on ne comprenait pas bien à l'époque qui ont été le point de départ. Le phénomène extrêmement simple que tout le monde a observé, c'est le fait que lorsqu'on chauffe un corps, il devient lumineux après une certaine température. Si vous prenez un morceau de métal et vous le chauffez, il va émettre de la lumière. Et même à la température ordinaire, les corps émettent de la lumière. Simplement, on ne la voit pas parce que c'est de la lumière infrarouge. C'est de la lumière de grande longueur d'onde. Mais vous savez qu'il existe des caméras qui peuvent voir dans le noir et qui récupèrent cette lumière. À la fin du 19e siècle, les détecteurs d'infrarouge, de visible et d'ultraviolet s'étaient développés au point qu'on pouvait mesurer le spectre de cette lumière à une température donnée, étudier la distribution des rayonnements en fonction de leur longueur d'onde ou de leur fréquence. Et on observait quelque chose qui est apparemment très simple, que la distribution, le spectre, avait une forme de courbe en cloche, c'est-à-dire qu'il existait pour chaque température une émission à une fréquence préférentielle, et qu'il y avait moins d'émissions à des longueurs d'onde plus grandes et moins d'émissions à des longueurs d'onde plus petites. Donc courbe en cloche, on en rencontre tout le temps en physique. Le problème, c'est que les théories du 19e siècle, les équations de Maxwell
et la thermodynamique ne rendaient pas compte de cette courbe en cloche. Lorsqu'on appliquait les théories classiques, on s'apercevait que normalement, les corps devaient rayonner de plus en plus lorsqu'on diminue la longueur d'onde. Et c'est ce qu'on appelait la catastrophe ultraviolette, qui était un des problèmes. Einstein a résolu ce problème. Il en a résolu un autre qui est également lié à la lumière, qui est l'effet photoélectrique. Lorsqu'on éclaire un métal avec de la lumière, le métal émet des électrons, c'est l'effet photoélectrique, qui est exploité actuellement dans toute l'électronique et dans toute l'optique moderne. Mais les propriétés de cet effet étaient également incompréhensibles à partir des lois de la physique classique. Et Einstein a en fait, comme on dit en anglais, il tué deux oiseaux avec la même pierre, puisqu'il a simplement introduit l'idée que la lumière devait être constituée de grains discrets, qu'on a appelés ensuite les photons. Et à partir du moment où on admet que la lumière est formée de grains discrets, eh bien, donc c'est un ensemble de petites particules qui se propagent à la vitesse de la lumière, on arrive à expliquer le rayonnement du corps noir et l'effet photoélectrique. Et donc chacun de ces grains de lumière transporte une énergie qui est proportionnelle à la fréquence de la lumière en question, donc qui a d'autant plus d'énergie que la fréquence est plus grande, c'est-à-dire que la longueur d'onde est plus courte. Et la relation de proportionnalité entre l'énergie et la fréquence, c'est la fameuse constante de Planck, parce que Planck, quelques années avant, avait, sans avoir la profondeur d'Einstein, commencé à entrevoir l'idée que la lumière devait être constituée de grains. Et donc, chaque grain de lumière transporte un peu d'énergie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il transporte également une impulsion qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. C'est-à-dire que plus la longueur d'onde est petite, plus l'impulsion, la quantité de mouvement des photons est importante. Et donc, ça a été le départ d'une révolution. Pourquoi ? Parce que Einstein, l'air de rien, en faisant cette hypothèse, avait mis par terre une conception les plus ancrées dans la physique classique, c'est que les notions d'onde et de particules étaient complètement contradictoires. Une onde, comme la lumière, comme on considérait que la lumière était jusqu'au début du XXe siècle, elle est partout à la fois. Une particule, elle est localisée dans l'espace. Alors comment lever cette contradiction ? Et ça a été tout le problème de la physique quantique. Je vous montre ici le principe d'une expérience qui était connue depuis le début du XIXe siècle, qui est l'expérience qui a montré que la lumière était une onde. C'est l'expérience des fentes Young. Vous éclairez une source lumineuse, à l'aide d'une source lumineuse, un écran percé de 2 trous, et au-delà de cet écran, vous récoltez la lumière sur un deuxième écran. Et vous constatez que vous observez ce qu'on appelle des franges d'interférence. Il y a des endroits de l'écran où il y a beaucoup de lumière qui arrive et d'autres endroits où il n'y en a pas. Et ceci s'explique simplement si on admet que, en traversant les deux fentes, la lumière se décompose sous forme de 2 ondelettes et que ces ondelettes vont se renforcer dans certaines directions et vont se contrecarrer dans d'autres directions, comme des ondes qui ajoutent leurs amplitudes ou qui retranchent leurs amplitudes suivant qu'elles oscillent en phase ou en opposition de phase. Donc l'expérience est très simple si on admet que la lumière est une onde. Mais comment comprendre cette expérience si on admet que la lumière, ce sont des particules ? Et en fait, on a pu faire plus récemment, au XXe siècle, et en tout cas depuis une vingtaine d'années, cette expérience avec des sources lumineuses qui émettent des grains de lumière un à un. Donc comment expliquer cette expérience lorsque les photons, qui sont des particules lumineuses, traversent l'appareil une à une ? Alors c'est la seule animation que j'ai là. Je vais vous demander de l'animer. Vous allez voir. Donc il s'agit d'une source. Vous voyez que les photons arrivent et il semble que les photons arrivent de façon aléatoire. Chaque photon frappe l'écran à un endroit complètement aléatoire. Mais lorsque suffisamment de photons sont arrivés, on voit se reconstituer la figure d'interférence. Donc la lumière a un caractère corpusculaire et statistiquement un caractère ondulatoire. Et donc il faut comprendre cela, et c'est très difficile pour un esprit classique, parce que posez-vous la question, vous êtes un photon, vous savez qu'il y a des endroits où vous n'avez pas le droit d'arriver, vous n'avez pas le droit d'arriver sur une frange sombre. Pour savoir cela, vous devez savoir que les 2 fentes sont ouvertes, parce que si vous fermez une fente, le photon peut arriver n'importe où. Donc lorsque le photon traverse l'écran, il n'a pas de trajectoire, il traverse l'écran par les 2 fentes à la fois. Si vous imaginez qu'il a traversé à gauche ou à droite, eh bien, la somme des signaux donnés par les photons ne donnera pas les interférences. Cette expérience, elle vous permet également de voir un autre aspect fondamental de la physique quantique, qui est que, comme disait Einstein, Dieu joue au dé en physique quantique. Chaque photon arrive n'importe où. Il doit obéir à la loi statistique, il ne peut arriver que sur une frange brillante, mais vous ne savez pas sur quelle frange brillante il va arriver et à quel endroit de la frange il va arriver.
Tout ça, ça ne peut être décrit que statistiquement. Et ça, c'est une idée qu'Einstein n'aimait pas du tout. En fait, je voudrais vous dire donc que la recherche fondamentale a également un aspect important. La recherche fondamentale, elle permet de faire des déductions logiques, et que ces déductions vous plaisent ou non, vous devez les accepter. Et Einstein a eu donc cette force psychologique d'accepter quelque chose qui lui déplaisait profondément. Il disait « Dieu joue au dé, ça ne me plaît pas », et son collègue Niels Bohr, qui lui s'était fait plus facilement à l'idée de la physique quantique, répondait à Einstein « Qui es-tu pour dire à Dieu comment il doit jouer ?» Donc voilà le débat entre Einstein et Bohr. Quelques années plus tard, après donc la grande période d'Einstein, un jeune physicien français, De Broglie, qui est d'ailleurs un élève de Langevin, a étendu ce dualisme entre ondes et particules à la matière. Il a dit, si la lumière, que l'on considère en général comme étant une onde, est formée de grains, pourquoi pas l'inverse? Pourquoi pas la matière, qui est formée d'atomes, n'aurait-elle pas un caractère ondulatoire? Et il a, en employant la même formule que la formule d'Einstein, il a dit, on peut associer à chaque particule d'impulsion de moment P une longueur d'onde qui est reliée par la relation que j'écris ici au tableau. Donc les longueurs d'onde de la matière sont inversement proportionnelles à la masse et à la vitesse. Alors en général, on ne voit pas le caractère ondulatoire parce que les vitesses et les masses sont tellement grandes que la longueur d'onde est infiniment petite. Et pour voir des effets d'interférence, il faut que les longueurs d'onde deviennent de l'ordre de la dimension des interféromètres qu'on utilise. Et donc en général, on ne le voit pas. Mais ce caractère ondulatoire a été observé dès l'époque de De Broglie. Et voilà, là il s'agit d'expériences plus récentes. Voilà la même expérience faite non pas avec des photons, mais avec des électrons qui arrivent un à un et qui, au bout d'un certain temps, forment une figure d'interférence. Donc les électrons, les atomes, les molécules sont à la fois des ondes et des particules. Donc la physique quantique est basée sur un dualisme entre ondes et particules. Einstein a dit la lumière est une onde et un ensemble de particules, et De Broglie a dit les atomes sont des particules et des ondes de matière. Et il s'agit d'essayer de résoudre cette contradiction. Et pour résoudre cette contradiction, je vais vous montrer ce qu'on appelle un ambigramme. C'est en anglais parce que ça ne marche pas en français. Mais vous voyez que suivant la façon dont votre disposition d'esprit, vous allez lire « light is a wave » ou « light is a particle ». Donc, suivant la façon dont les neurones de votre cerveau vont flasher à un moment où vous regardez cela, vous allez le voir sous une forme ou une autre. Mais ce que dit la physique, c'est que ce n'est pas l'état de votre esprit qui compte. Ce qui compte, c'est l'état du dispositif expérimental. Et c'est ce que Bohr a introduit par ce qu'il a appelé le principe de complémentarité. L'aspect observé dans cette expérience dépend du dispositif expérimental. Et on arrive à une idée essentielle du monde microscopique qui est que quand vous observez un système, vous le perturbez. Il est impossible d'observer un système sans le perturber. Et la façon dont vous l'observez, c'est-à-dire le type d'appareil que vous utilisez, va le perturber soit pour lui donner l'aspect onde, c'est-à-dire pas de trajectoire possible, soit lui donner l'aspect particule, mais jamais les deux à la fois. Si vous voyez des particules, vous n'aurez pas d'interférence. Si vous ne pouvez pas localiser les particules, vous aurez des interférences. Alors ça continue à être un peu bizarre. Et d'ailleurs, Niels Bohr, qui aimait les paradoxes et qui n'aimait pas trop la clarté, il disait que si on s'exprime de façon trop claire, c'est qu'on manque une partie de la réalité profonde. Il disait, si vous n'êtes pas choqué par la physique quantique, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Et Feynman disait d'ailleurs aussi, personne ne comprend la physique quantique. Donc ça, c'est à prendre avec précaution. En fait, on comprend très bien, et je vais essayer de vous montrer ça dans un moment. Alors évidemment, pour donner un sens mathématique, De Broglie avait simplement eu une intuition. Mais quand il y a une onde, il faut qu'il y ait une équation d'onde. Il faut qu'on sache comment l'onde se propage. Et la personne qui a fait vraiment démarrer la physique quantique, enfin l'une des personnes, c'est Schrödinger qui a écrit l'équation d'onde. Alors cette équation, je ne vous demande pas de la comprendre, je vous la montre ici simplement pour montrer qu'on peut l'écrire sous une forme très simple. H, c'est ce qu'on appelle le hamiltonien, c'est une quantité mathématique qui contient toute l'information qu'il faut pour comprendre comment l'onde va se propager en fonction des particules et en fonction de leur configuration et de leurs interactions. Et la quantité psi que j'ai écrit là, c'est un nombre complexe qui représente l'amplitude de probabilité. Si vous en prenez le carré, vous avez la probabilité pour que la particule soit détectée à tel ou tel endroit. Donc c'est cette fonction d'onde qui est mesurée, par exemple, par les expériences d'interférence que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà l'équation de Schrödinger. Mais cette équation, il lui manque quelque chose, c'est qu'elle n'est pas relativiste. Elle ne marche pas pour des particules qui sont très rapides.
Et la personne qui a marié la physique quantique avec la relativité, quelques années, 2 ans après Schrödinger, c'est Dirac. Il a modifié l'équation de Schrödinger, il l'a mise sous une forme que je vous demande toujours pas de comprendre, mais je vous l'ai écrite ici pour que vous voyez qu'elle a quand même, pour les mathématiciens, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle a une symétrie, il y a des indices qui se répètent. Lorsque l'indice apparaît 2 fois, c'est qu'implicitement on doit sommer sur cet indice. Dirac disait que pour qu'une théorie soit vraie, il fallait qu'elle soit belle. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il a été motivé par une aspiration à la beauté esthétique. Et en fait, cette théorie représente des symétries de la nature à nouveau. Et en fait, ce qui fait la beauté d'une théorie, c'est qu'elle apporte plus que ce qu'on y met au départ. Et en fait, en exploitant cette équation, on s'est rendu compte qu'à côté de l'électron, dont elle était censée décrire le comportement, il devait exister une particule qui était exactement comme l'électron, sauf qu'elle avait la charge opposée. C'est ce qu'on appelle le positron ou l'anti-électron. Et il apparaît ainsi à côté de la matière, de l'antimatière, de la matière qui a exactement les mêmes propriétés que la matière, mais avec des charges opposées. Et il existe de l'antihydrogène. Au CERN, on commence à fabriquer de l'antihydrogène. Il se trouve qu'à l'origine de l'univers, il y avait autant de matière que d'antimatière. Lorsque la matière rencontre la matière, et je vous montre en bas de cet écran, eh bien, matière et antimatière s'annihilent, donc de l'énergie apparaît sous une autre forme, ce sont des photons lumineux, des photons gamma, et donc une quantité d'énergie gigantesque qui est relâchée par l'annihilation de la matière et de l'antimatière. Donc, au début de l'univers, il y a dû avoir un léger déséquilibre entre la quantité de matière et d'antimatière, et toute l'antimatière, en tout cas celle que l'on peut percevoir, a disparu. C'est un des grands mystères, cette brisure de symétrie entre la matière et l'antimatière qu'on observe dans l'univers, quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Donc, étrangeté de cette physique quantique, que je résume sur cette diapositive. Qu'est-ce que c'est que le principe de superposition? Dire qu'une particule est une onde, ça veut dire qu'elle peut se trouver à plusieurs endroits à la fois. Par exemple, lorsque la particule traverse les fentes Young, elle le traverse à la fois par la fente de gauche et la fente de droite. On dit qu'elle est en superposition des 2 états, qu'elle est en quelque sorte suspendue entre 2 réalités classiques. Voilà, je vous présente ici cette particule qui traverse les fentes. Alors, il n'y a pas 2 particules, simplement, je ne sais pas comment l'exprimer par un dessin. La particule est à la fois à gauche et à droite. Une deuxième conséquence de cela qui est encore plus étrange, c'est ce qu'on appelle le principe d'intrication. Lorsque 2 particules ont interagi entre elles et qu'elles se séparent et qu'on les détecte à très grande distance l'une de l'autre, eh bien, elles restent liées l'une à l'autre par un lien immatériel qui fait que si on fait une mesure sur l'une, le résultat va être aléatoire, mais ça sera le même aléa que si quelqu'un d'autre fait une mesure sur l'autre particule. C'est comme si on jetait 2 dés qui peuvent être séparés par une très grande distance, que les dés tombent aléatoirement sur une face ou sur l'autre, mais que ce soit toujours sur la même face qu'ils tombent à gauche et à droite. Donc c'est le caractère non local du hasard quantique qu'on appelle l'intrication. Einstein détestait cette idée et il avait imaginé qu'un jour la physique quantique s'en affranchirait, mais les expériences qu'on fait maintenant montrent que c'est Bohr qui avait raison et que la physique quantique est effectivement une physique d'un hasard non local. Et si vous rassemblez ces 2 idées, principe de superposition et hasard non local, vous arrivez à l'histoire du fameux chat de Schrödinger. Qu'est-ce que vous avez sans doute entendu parler? Le chat de Schrödinger, c'est une expérience dans laquelle on essaie de coupler un petit système, un atome, qui existe dans un état de superposition, avec un gros système. Et Schrödinger a eu l'idée géniale de prendre un animal sympathique qui est un chat, mais il aurait pu prendre un cafard, ça aurait été la même chose. Ça aurait peut-être eu moins de succès. Et il dit la chose suivante: l'atome peut être dans un état de superposition. Je peux construire un dispositif qui, si l'atome est excité, il ne se passe rien, mais si l'atome se désexcite et passe dans l'autre état, il déclenche un dispositif qui va avoir un effet sur le chat qui va tuer le chat. Alors si l'atome est à la fois excité et pas excité, le chat doit être à la fois vivant et mort. Et il doit y avoir intrication entre l'état du chat et l'état de l'atome. Alors bien sûr, on n'a jamais observé ça sur des gros systèmes, mais on l'observe de plus en plus sur des petits systèmes, de petits nombres de particules qu'on est capable de contrôler au laboratoire. Alors bon, j'ai été très long sur la recherche fondamentale, mais je voudrais maintenant terminer, enfin dans une deuxième partie, vous montrer que non seulement c'est beau et ça nous apprend des choses sur l'univers, mais c'est utile, ça a des applications. Mais la route de la recherche fondamentale à l'innovation est souvent imprédictible. Et pour cela, je vais prendre comme exemple la physique que je pratique, qui est la physique atomique. Et je vais vous montrer comment, dans les 80-90 dernières années, la recherche fondamentale a conduit aux innovations qui ont bouleversé notre vie quotidienne.
L'histoire commence dans le laboratoire de Otto Stern à Hambourg en 1922. À l'époque, la physique quantique était en train de naître et Stern faisait des expériences sur des atomes. Et ces atomes, il les faisait sortir d'un four. Le four est à droite. On chauffe ce four et il y a un jet d'atomes, un gaz d'atomes qui s'échappe en ligne droite dans le vide. C'est ce qu'on appelle un jet atomique. Et il appliquait au jet atomique des champs magnétiques parce qu'il voulait savoir si les atomes portaient des petits aimants, si les atomes étaient magnétiques, s'ils avaient ce qu'on appelle un moment magnétique. Et en faisant passer les atomes dans un gradient de champ magnétique, dans un champ magnétique variable, il s'attendait à ce que le jet atomique soit dévié et de voir une tache sur l'écran. Mais au lieu de voir une tache continue, il a vu une tache formée de points discrets, ce qui veut dire qu'il a mis en évidence le fait que le moment magnétique était discret, qu'il était quantifié, que le moment magnétique de l'atome d'argent, dans ce cas-là, ne pouvait que pointer soit vers le haut, soit vers le bas, être ce qu'on dit en anglais up ou down. Et il a découvert de cette façon ce qu'on appelle le spin de l'électron de l'atome, qui porte un moment magnétique, et ce moment magnétique ne peut prendre que deux valeurs. Et c'est ce qu'on voit sur cette tache, c'est la première photo, c'était sur une plaque photographique qu'il a enregistré cela, qu'on voit donc le spin de l'électron apparaître sur cette plaque. Et ce que je voudrais vous montrer en quelques diapos, c'est que cette simple trace annonce toutes les révolutions technologiques de l'électronique, du laser, de la résonance magnétique, etc. etc. Donc on est en 1922 en Allemagne et Stern reçoit dans son laboratoire un jeune post-doc américain, Isidore Rabi, qui apprend la technique des jets atomiques chez Stern. Il rentre ensuite à l'Université de Columbia aux États-Unis et il se met à fabriquer des appareils à jet atomiques. Son idée, c'est de voir si les noyaux des atomes, pas l'électron, mais le noyau des atomes porte également un moment magnétique. Donc il fabrique des jets atomiques et moléculaires. Vous voyez ici, c'est un petit modèle planétaire de l'atome. Le noyau est en rouge au milieu. Le noyau porte un moment magnétique qu'il s'agit de déterminer. Et puis l'électron, il en porte un aussi. Et l'interaction entre les deux, c'est ce qu'on appelle la structure hyperfine. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors il construit un appareil, à nouveau un jet atomique, et il établit un gradient de champ magnétique dans la zone A et un gradient opposé dans la zone B, ce qui défléchit les atomes vers le haut dans la zone A et puis dans l'autre sens. Et donc vous voyez qu'il s'arrange pour que les atomes parcourent une trajectoire en forme de S et finissent dans le détecteur. Alors le point important, c'est qu'entre les deux, les atomes traversent une cavité où il applique un champ de radiofréquence qui a une fréquence qui va permettre aux atomes de subir une transition entre l'état up et l'état down. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à chaque état de moment magnétique, dans un champ magnétique donné, correspond une énergie légèrement différente. Et donc, on peut faire basculer le moment magnétique à condition d'appliquer une onde radio qui a la bonne fréquence. Parce qu'il faut que le photon de l'onde radio apporte exactement l'énergie qu'il faut pour que le moment magnétique bascule. Et il a constaté effectivement qu'en balayant la fréquence de cette radiofréquence, il voit qu'il y a un creux, c'est-à-dire que les particules qui ont changé de niveau n'arrivent plus sur le détecteur. Et donc, en faisant ce type d'expérience, il a pu mesurer des tas de moments magnétiques. Il a créé une école à Columbia dans laquelle se sont succédés un grand nombre de jeunes chercheurs qui sont devenus ensuite indépendants et plusieurs prix Nobel, 5 ou 6 prix Nobel sont sortis de l'école de Rabi. En fait, Rabi a tout de suite compris que ça pouvait avoir des applications extrêmement importantes et dans une conférence qu'il a faite en 1939 dans l'Ohio, il a dit qu'on pourrait appliquer ce principe pour détecter les ondes radio qui sont émises par notre corps. Parce que l'idée de Rabi était très simple. Si les atomes du jet atomique portent des moments magnétiques, il en est de même des atomes, des protons, des atomes d'hydrogène. Ils portent des petits moments magnétiques et ces moments magnétiques peuvent basculer et donc ils peuvent émettre des ondes radio. Et à l'époque, donc dans les années 30, les ondes radio, c'était le sans-fil, c'était le développement de la radio pour les communications. Et donc, les journalistes se sont saisis de ça. Et donc, la une de ce journal, c'était « Nous sommes tous des stations de radio », puisqu'on a des tas d'atomes à l'intérieur de notre corps. Et le sous-titre est encore plus intéressant. « Chaque être vivant sur la Terre est une station de radio qui émet et reçoit de façon inconsciente des ondes radio de grande longueur d'onde. » Et donc, en fait, c'était prémonitoire parce que c'était la prédiction de l'IRM, de l'imagerie par résonance magnétique, qui s'est développée 40 ans après. Alors évidemment, il manquait beaucoup de choses à cette époque-là, et en particulier, on était incapable de créer les ondes radio
avec la bonne fréquence et pouvoir les manipuler correctement. Et les progrès énormes ont été accomplis pendant la guerre. Alors, c'est un des avantages de la guerre, c'est qu'on y développe la technologie. Les radars ont fait faire des progrès énormes aux ondes radio. Et juste après la guerre, 2 jeunes chercheurs, Purcell à Harvard et Bloch à Stanford, ont développé la résonance magnétique en s'affranchissant des jets. On ne peut pas faire... Dans les jets atomiques, on détruit les atomes. Ils ont pris simplement un petit échantillon. À l'aide d'un générateur de fréquences et d'une bobine, ils ont appliqué un champ de radiofréquence aux atomes de l'échantillon. Et lorsque les atomes basculent, ils émettent des ondes radio. Et une deuxième antenne, qui est en haut sur ce dessin, récolte le signal. Et en balayant la fréquence, on voit un spectre. On voit comment le signal varie. Et ce spectre est une signature des atomes à l'intérieur de l'échantillon. On voit également que si, dans l'environnement des atomes, il y a une perturbation par d'autres atomes, eh bien, les raies de résonance vont se déplacer ou s'élargir, et donc les atomes servent de sonde de leur environnement. Et le développement de la résonance magnétique nucléaire a permis d'apprendre des tas de choses sur les liquides, les solides, et en biologie également. Pour faire le lien avec l'art, j'aime montrer sur la diapositive suivante cette phrase de Purcell dans son discours d'acceptation du prix Nobel en 1952, où il a eu vraiment une vision. Il dit qu'il se souvient donc quelques années auparavant, il a regardé la neige, parce qu'il habitait à Boston, et à Boston, c'était avant le réchauffement climatique, il neigeait souvent, d'ailleurs c'est encore le cas cette année. Il dit que la neige qu'il voyait au pas de sa porte, la neige c'est un ensemble de protons qui n'a l'air de rien, et lui il savait que dans ces protons, il y avait des moments magnétiques qui précessaient tranquillement dans le champ magnétique terrestre. Et regarder le monde avec cette perception nouvelle était quelque chose d'étrange et d'un privilège pour quelqu'un qui a fait ce type de découverte. Donc je trouve que c'est très beau comme phrase. En fait, tout ceci a donné naissance à l'imagerie par résonance magnétique. Vous voyez donc les protons d'hydrogène qui précessent. Il faut un champ magnétique important. À l'époque de Purcell, ça n'existait pas. Maintenant, on a des aimants supraconducteurs. Ça explique pourquoi on doit vous enfourner à l'intérieur d'un cryostat et vous donner un peu de sentiment de claustrophobie lorsque ce genre d'opération est effectuée. Mais non seulement on observe, ce qui se passe, c'est que les protons émettent un signal et on place le corps dans un champ magnétique variable, un gradient de champ, ce qui fait que la fréquence du signal dépend de la position. Et donc, en analysant les signaux en fréquence, on sait où se trouvent les protons, on peut faire la carte, la densité des protons, et donc faire l'image de l'intérieur du corps. Et on peut faire même plus que ça. Si par exemple vous analysez le cerveau, et si on vous demande de penser à quelque chose, il y a des parties du cerveau qui demandent de l'oxygène, parce que l'action du penser fait dépenser de l'oxygène au cerveau. Donc il y a un afflux de sang qui transporte de l'oxygène dans l'hémoglobine. L'hémoglobine porte des moments magnétiques, ces moments magnétiques changent les champs, et donc on voit s'allumer les régions du cerveau qui correspondent à des actions spécifiques. C'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Et donc on peut voir le cerveau en activité par la résonance magnétique. Alors à l'époque de Purcell et de Bloch, c'était impossible parce qu'il n'y avait pas les aimants, il n'y avait surtout pas les ordinateurs qui, à partir des signaux bruts, reconstruisent des images. Et lorsque Bloch et Purcell ont vécu jusqu'au début des années 80, et ils ont vu cette révolution. Et ils étaient émerveillés par ce que leur découverte avait amené quelques 25 ou 30 ans après. Autre exemple que je vais donner rapidement, et auquel Rabi avait déjà pensé, dans un jet atomique, on peut faire étudier avec une très grande précision la fréquence de transition entre deux niveaux. Tous les atomes d'un même élément oscillent à la même fréquence, ont les mêmes fréquences de résonance partout dans l'univers. Et on base maintenant la mesure du temps sur la mesure de cette fréquence avec une très grande précision dans un jet atomique de césium, d'atomes de césium. On réalise une expérience qui est due à un physicien qui est un élève de Rabi, Norman Ramsey. On applique 2 impulsions radiofréquences successives, ce qui donne une figure d'interférence pour le signal de résonance, et on asservit la radiofréquence en question au pic central. Et on le fait avec une précision telle qu'on construit des horloges commerciales qui ne décalent pas le jour, qui ne se décalent pas l'une par rapport à l'autre de plus d'1 seconde sur des milliards de journées, c'est-à-dire sur des centaines, sur des millions d'années. Alors si vous regardez les progrès de l'horloge et de la mesure du temps au cours des siècles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a 6 siècles, les horloges, c'était des horloges à tour des églises, elles avaient une précision de l'ordre d'1/4 d'heure par jour.
Ensuite, on est passé au pendule qui avait une précision de l'ordre de quelques secondes par jour. Ensuite, on est passé au chronomètre de Harrison qui a fait un grand progrès parce qu'on a pu s'en servir pour la navigation, qui donnait 1 seconde par jour. Et puis, il y a eu les montres à quartz, qui étaient des merveilles. La montre à quartz, c'est la milliseconde par jour. Ici, vous avez la nanoseconde par jour. Et actuellement, on fait beaucoup mieux que ça. On fait la picoseconde par jour avec des horloges atomiques de compétition, dont je n'ai pas le temps de parler, mais on arrive maintenant à une précision de la mesure du temps qui est d'1 seconde sur l'âge de l'univers. Vous pouvez imaginer 2 horloges qui auraient été construites il y a 14 milliards d'années, elles ne dévieraient pas de l'une par rapport à l'autre de plus d'1 seconde actuellement. Alors ça, c'est le GPS. Qu'est-ce que c'est que le GPS? C'est un système de satellites qui tourne autour de la Terre. Chacun transporte une horloge. Ces horloges se synchronisent les unes sur les autres en échangeant des signaux avec des méthodes qui sont analogues à celles qu'Einstein a développées dans sa théorie de la relativité. Et puis elles envoient ces signaux aux petits appareils qu'on peut acheter dans le commerce. Et par triangulation, on détermine notre position sur Terre avec une précision de l'ordre du mètre. Le mètre, c'est parcouru en 3 milliardièmes de seconde par la lumière. Donc il faut que les horloges soient synchronisées au milliardième de seconde. Et surtout, il faut corriger des effets de relativité. Parce que les horloges qui tournent autour de la Terre marquent un temps qui est différent, non seulement parce qu'elles se déplacent avec une vitesse non négligeable, mais aussi parce qu'elles sont à des hauteurs différentes du champ de gravitation. Il y a à la fois des effets de relativité restreintes et générales, et si on n'avait pas fait ces corrections relativistes, le GPS serait faux de plusieurs kilomètres, donc il serait complètement inutile. Donc vous voyez que lorsqu'on utilise ces GPS dans les taxis, dans les avions, etc., on utilise la physique quantique et la relativité sans le savoir. Enfin, dernière chose, en développant les jets atomiques, un jeune collègue de Rabi, Charlie Towns, et son élève Gordon, ont fabriqué le premier maser, c'est-à-dire la première source de lumière cohérente dans le domaine des micro-ondes. Maser, c'est l'acronyme pour Microwave, amplificateur de micro-ondes par émission stimulée de radiation, encore l'exploitation d'un effet quantique. Et les masers, c'est les ancêtres des lasers. En fait, quelques années plus tard, on a étendu ça au domaine optique et on a développé les premiers lasers. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des applications des lasers, mais aussi bien pour la physique fondamentale que pour les applications, il y a eu des retombées énormes. Je voudrais signaler d'ailleurs que Charlie Towns est mort il y a quelques semaines, quasiment centenaire. Il était né en 1915 et donc il est mort à la fin du mois de janvier. Et c'est vraiment lui qui a été au démarrage de ces lasers et de toutes les applications auxquelles on peut penser pour les lasers. Alors moi, j'ai eu une chance énorme, c'est que je suis arrivé à la physique et à la physique atomique à l'époque où les lasers se développaient. Et donc je vous montre cette photo qui a été prise dans le laboratoire de Kastler et de Brossel le jour où on a annoncé le prix Nobel d'Alfred Kastler. C'était en octobre 1966. Et vous voyez, au centre, il y a donc Kastler. Vous voyez à gauche Claude Cohen-Tanucci, qui était mon jeune patron de thèse à l'époque. Et moi, je suis sur la droite, même si je suis complètement méconnaissable aujourd'hui. Et à côté, vous avez Jean Brossel. Donc vous voyez, il y a eu 3 prix Nobel qui sont sortis de ce laboratoire. Alfred Kastler pour le développement du pompage optique, qui n'est rien d'autre que la résonance magnétique nucléaire appliquée à des gaz atomiques, et non plus à des solides ou à des liquides. Claude Cohen-Tanucci pour le refroidissement des atomes par la lumière. Je vous ai parlé des échanges d'impulsions entre la lumière et la matière. Et moi pour le contrôle et la manipulation de particules uniques, et en particulier la mise en évidence de petits chats de Schrödinger du type de ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vous montre juste ce transparent sur nos expériences. On fabrique des boîtes qui contiennent des photons de micro-ondes pendant un temps suffisamment long pour qu'on puisse les observer. Et on les observe en faisant traverser la boîte par des atomes spéciaux qu'on appelle les atomes de Rydberg, qui prennent de l'information sur le champ. Et grâce à cela, on peut manipuler de façon non destructive des photons, des grains de lumière micro-ondes et fabriquer des chats de Schrödinger de lumière. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je reviens à la question initiale. Alors on fait ça pour plusieurs raisons. D'abord par curiosité. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à manipuler la matière au niveau des particules uniques? Et en fait, la réponse n'est pas évidente. Schrödinger disait en 1952, nous n'expérimentons jamais avec des électrons isolés, des atomes ou des molécules. Nous le faisons dans des expériences de pensée, mais cela conduit toujours à des conséquences ridicules. Donc c'est pour prouver que Schrödinger avait tort, en particulier, qu'on a fait ces expériences. Mais il y a des raisons plus profondes. En fait, si on peut manipuler des tout petits systèmes, les petits systèmes à l'échelle atomique réagissent plus vite que des gros systèmes,
Et évidemment, il stocke plus d'informations par unité de volume. Si on peut stocker l'information dans un atome, comme on peut mettre beaucoup d'atomes par unité de volume, on peut stocker énormément d'informations. Et donc, on arrive à essayer de pousser la loi de Moore qui dit que la puissance des ordinateurs augmente de façon exponentielle. Pour la pousser, ce qu'il faut, c'est arriver à faire des éléments de plus en plus petits. Et quand on arrive à l'échelle atomique, il faut la physique quantique. Il faut également la physique quantique parce que, non seulement quantitativement, on rend les systèmes plus petits, mais on ouvre cette physique aux superpositions d'états et à l'intrication. Et donc on crée toute une série d'états qu'il est impossible de concevoir classiquement, avec lesquels on peut espérer communiquer ou calculer de façon plus efficace. Donc on peut espérer un jour que des ordinateurs plus puissants sortiront de ce type de recherche. On peut espérer également, en échangeant des photons intriqués, développer des moyens de communication plus secrètes. On peut enfin penser à des mesures plus précises. Et là, je vous montre une photo de Dave Wineland, avec qui j'ai partagé le prix Nobel en 2012. Wineland développe des horloges atomiques dans lesquelles un ion unique est interrogé. Et ce sont ces horloges qui ont la précision dont je vous parlais tout à l'heure. Avec des horloges de ce type, on a des précisions de l'ordre de quelques secondes sur l'âge de l'univers. Ça veut dire que vous prenez deux horloges et vous les déplacez l'une par rapport à l'autre dans le champ de gravitation terrestre de 30 cm. Elles vont donner des temps différents. Donc vous vous servez de l'horloge comme d'un altimètre en utilisant la relativité générale. Ou si vous promenez l'horloge au niveau du sol et s'il y a à l'intérieur, sous la surface du sol, des inhomogénéités de densité, vous les verrez. C'est pour faire de la géophysique ou de la géodésie pour découvrir, par exemple, des masses de minéraux qui changent la densité. On peut se servir d'horloge. Mais je voudrais terminer en disant que toutes ces technologies étaient complètement inimaginables en 1900. Même par des savants. Là, je vous montre la photo de Lord Kelvin, qui était le pape de la physique en 1900. C'est lui qui disait « On a tout compris, sauf quelques petits problèmes avec le rayonnement thermique et l'effet photoélectrique, mais ce n'est pas grave, on va résoudre ces problèmes et tout sera connu. » En fait, 1900, c'était l'année de la grande exposition universelle à Paris. Et c'était avant la Première Guerre mondiale, et tout le monde avait une foi très profonde dans le progrès humain. On pensait alors, on n'avait pas entrevu toutes les catastrophes qui allaient se produire, que le progrès était continu. Et donc, un des choses que les gens faisaient à l'époque, c'était d'essayer d'imaginer qu'est-ce que serait le monde en l'an 2000, c'est-à-dire 100 ans après 1900. Et donc, des cartes postales étaient imprimées, et voilà ce à quoi on pensait. On pensait qu'il y aurait, par exemple, transport en dirigeable individuel, ou des espèces d'hybrides entre les bateaux et les trains. Mais personne n'avait pensé au GPS, à la résonance magnétique-modulaire, au laser, au téléphone portable, etc. Donc ça vous montre qu'il faut être très humble quand on vous demande à quoi ça va servir, ce que vous allez faire dans quelques temps. Donc je conclue encore sur une phrase qu'on attribue à Niels Bohr. Il est difficile de faire des prévisions, surtout en ce qui concerne le futur. Bohr adorait ce genre de choses. Je vais vous raconter une autre anecdote au sujet de Bohr. Il avait dans son bureau un fer à cheval. Et il y a un visiteur qui est venu le voir un jour, il dit « Mais Niels, tu ne penses pas quand même que tu n'es pas superstitieux au point de penser que le fer à cheval porte bonheur ?» Et Bohr a dit « Non, bien sûr que non, mais on me dit que ça marche même si on n'y croit pas. » Donc voilà. Donc, pour faire des prévisions, gardons à l'esprit l'échec des prédictions de 1900 sur les technologies du XXe siècle. Mais il y a une prédiction qui est certaine, c'est que sans recherche fondamentale, il n'y a pas de technologie nouvelle. Je vous ai montré que tout ce dont je vous ai parlé là sort de recherche fondamentale, et le passé nous apprend que les applications extraordinaires émergent de façon inattendue. Les Anglais adorent le mot serendipity, le fait que le heureux hasard. En fait, c'est pas une bonne traduction, mais c'est pas vraiment du hasard. Il faut sauter sur les opportunités, mais au moment où on fait les découvertes initiales, on ne sait pas quelle conjonction de recherche fondamentale vont pouvoir se faire pour construire les applications. Mais tout démarre de curiosité désintéressée. Rabi, Purcell, Bloch étaient des chercheurs qui ne s'intéressaient pas directement aux applications, même s'ils en percevaient les possibilités. Et donc, je terminerai en disant que les nouvelles technologies naissent souvent de façon inattendue de recherche fondamentale, et ces recherches fondamentales, et c'est là peut-être qu'on vient à l'idée du débat sur la société, elles ont besoin de deux ingrédients sans prix, qui sont le temps et la confiance. Il faut laisser aux chercheurs le temps pour qu'ils élaborent ces théories. Les recherches que j'ai faites et celles que fait Dave Wineland, elles ont pris 30 ans pour se développer. Et il faut donc que les directeurs des laboratoires
sachent reconnaître les talents et les laissent développer leur recherche en leur faisant confiance. Or, le système moderne actuel, et donc la recherche réussit pleinement quand ces deux ingrédients sont présents, mais elle n'est pas vraiment favorisée par le marché global qui, comme vous l'avez dit, met l'accent sur la vitesse et la production rapide de résultats rentables. Et il y a là une grande contradiction, parce que on ne peut pas planifier les recherches fondamentales qui vont conduire à des applications. Donc je conclurai en disant que, je vous ai dit que j'avais eu beaucoup de chance de travailler dans un laboratoire avec des maîtres comme Caster, Brossel et Cohen-Tanucci, mais les maîtres ne suffisent pas, il faut aussi des élèves et des collaborateurs. Et je voudrais terminer en disant que rien de ce que j'ai fait n'aurait été possible sans les gens avec qui j'ai travaillé, en particulier mon collègue Jean-Michel Raymond, qui est professeur à Paris 6, et Michel Brune, qui est directeur de recherche au CNRS. Ils ont été mes étudiants il y a longtemps déjà, et j'ai eu la chance de pouvoir les garder dans mon équipe de recherche, et nous avons travaillé ensemble. Voilà une photo qui avait été prise le jour de l'annonce du prix Nobel. Les jeunes chercheurs de mon groupe viennent du monde entier. Il y a des Chiliens, des Vietnamiens, des Allemands, des Autrichiens, un Ukrainien. La recherche, c'est vraiment une entreprise qui ne connaît pas de frontières. Bon, je vais m'arrêter là, je vous remercie. Et nous, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Bien, je ne vais pas vous remercier, je crois que c'est déjà fait. Mais on va encore consacrer quelques minutes avec ou sans horloge atomique pour échanger et pour écouter vos questions. Alors on va le faire vite parce qu'on a démarré tout à l'heure avec un petit peu de retard. Donc voilà. Il y a une première question qui est juste ici. Oui. Bernard Fontaine, directeur de recherche émérite au CNRS. Une remarque et une question. Oui. La remarque, c'est vrai que la sérendipité, ce n'est pas le hasard, mais je crois me rappeler que Pasteur disait « La chance sourit aux esprits préparés oui. ». Le hasard arrive, mais il ne faut pas passer à côté. Ça, c'est la remarque. La question est beaucoup plus sérieuse. Que pensez-vous, professeur, de la crise, de la grande difficulté de l'emploi scientifique actuel? Oui, en ce qui concerne le hasard, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, en fait, l'exemple que j'ai montré de Rabi avait senti qu'un jour on pourrait développer la résonance magnétique et les horloges atomiques, et donc ce n'était pas le hasard, simplement il manquait les ingrédients pour le faire. Alors le problème de la recherche actuelle est effectivement, je trouve qu'il y a un problème dramatique qui est l'accès des jeunes à la recherche et au métier de la recherche scientifique, la désaffection des jeunes pour différentes raisons, le fait qu'on ne crée pas assez de postes de chercheurs, que la crise économique fait que le nombre de postes ouverts, en particulier au CNRS, ne fait que diminuer, et l'idée qui consiste à dire bon, on passe par une passe difficile et puis ça va remonter quand la situation économique sera meilleure, est dangereuse parce que si on perd une génération de jeunes chercheurs, on perd le savoir-faire, et une génération pour la recherche, c'est 10 ans. Le temps qui sépare quelqu'un de l'étudiant qui va former, c'est une dizaine d'années. On est en train de sacrifier ces dizaines d'années. Il y a un autre aspect aussi. Je pense que les chercheurs qui ont la chance d'être pris dans le système, on ne leur donne pas la confiance dont je parlais. On les force dès le départ à écrire faire des propositions pour demander des crédits sur contrat. Et le contrat, c'est le contraire de la confiance. Le contrat, c'est qu'on vous engage à faire quelque chose et on force les jeunes à devenir des espèces d'entrepreneurs d'eux-mêmes à un âge où ils consacreraient mieux leur temps à essayer de chercher. Moi, j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, sous l'aile de Jean Brossel. Quand je suis rentré des États-Unis après mon postdoc, j'ai dit à Brossel, je voudrais faire ça. Il m'a dit, vas-y, de combien d'argent tu as besoin? Et je n'ai pas eu à écrire une seule demande de contrat. Et quand j'ai commencé à les écrire 10-15 ans après, j'étais assez connu pour espérer avoir l'argent. Mais je crois qu'au départ, il faut amorcer la pompe, et on ne peut l'amorcer qu'avec des gens exceptionnels. Je pense à Bruxelles en particulier, mais il y a eu d'autres endroits. Si vous prenez l'exemple des Bell Labs, dans les années 70-80, c'était des laboratoires qui étaient dirigés par des gens qui avaient le flair
donner leur place dans leur laboratoire à des gens qui ont conduit au transistor, au laser, au refroidissement des atomes, à la découverte du rayonnement cosmologique, et j'en passe. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus malheureusement actuellement. Nous avons une autre question ici. Faites-nous signe, on vous passera les micros, comme ça on gagne un peu de temps. Puisqu'on est sur nature et société, j'ai une question sociétale à vous poser. Quelle est votre appréciation sur la question de la peur qui se développe? Je prends par exemple les ondes et cette panique sur la question de l'énergie, alors que tout démontre qu'on en a tant qu'on veut, quoi. Non, de façon générale, je crois qu'il y a un problème qui est du manque de confiance dans la science, et de la méfiance que le public a vis-à-vis de la science en n'en voyant que les aspects négatifs. Je crois que c'est une question d'éducation aussi, qu'il faut essayer de lutter contre ça. Vous dites qu'on a de l'énergie tant qu'on veut, mais le problème, c'est sous quelle forme. Et je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, mais on ne peut pas décréter qu'on va passer d'une forme d'énergie à une autre parce qu'une est dangereuse et que l'autre serait abondante. En fait, il y a des contraintes physiques qui font que, par exemple, on ne peut pas renoncer à l'énergie nucléaire pour le moment. Je pense que ce serait une folie. Complètement, et qu'on ne peut pas prétendre que les énergies alternatives vont remplacer le charbon, le pétrole et l'énergie nucléaire dans un délai donné. Parce que dire que c'est dans un délai donné, c'est aller à l'encontre de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Il y a des problèmes fondamentaux qui se posent, ils vont être résolus par la recherche fondamentale, s'ils le sont un jour, mais on ne sait pas quand. Et je pense que le problème, c'est d'essayer de planifier ça. Je crois qu'il faut créer un climat qui rend la recherche fondamentale productive et lui laisser les possibilités de se développer. Mais c'est un gros problème parce que les questions sont de plus en plus pressantes et il y a derrière ça aussi un problème fondamental qui est l'inadéquation totale entre l'échelle de temps de la science, qui est long, et l'échelle de temps du politique, qui est hyper court. Et il faut que les hommes politiques, je conçois bien que pour être réélu, il faut montrer des résultats à court terme, mais malheureusement, la recherche ne donne pas des résultats à court terme. Donc il faut vraiment de l'abnégation pour les hommes politiques pour qu'ils favorisent les conditions de développement de la recherche, sachant que vraisemblablement, ils n'en tireront pas un profit immédiat pour leur réélection. Et c'est un gros problème, pas seulement en France, aux États-Unis, on voit tous les problèmes qu'a Obama pour mener une politique scientifique cohérente, c'est lié à ça. Une question ici ? Vous venez presque de répondre, mais est-ce que ce que vous dites s'applique à la recherche au niveau international, si on parle de recherche en Chine, aux États-Unis, etc. Oui, ça s'applique au niveau international à des degrés divers. Si vous avez aux États-Unis, il y a exactement le même problème. C'est par exemple le problème du réchauffement climatique. Ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique se heurte aux intérêts à court terme du Congrès. Et le Congrès américain, c'est encore bien pire qu'en France, puisqu'il est renouvelé à 100% tous les 2 ans. Donc si vous dites à un membre du Congrès, il faut augmenter le prix du pétrole à la pompe parce que ça favorisera économiquement la recherche des énergies alternatives, il vous dit si je fais ça, je suis grillé dans les 2 ans qui viennent, donc il ne le fera jamais. Et ainsi de suite. Et quant à la Chine fait des efforts énormes de développement actuellement, et met énormément d'argent dans tout cela. La Chine a un handicap que nous n'avons pas en Europe. Le handicap, c'est le manque de liberté. Et je crois que ce que j'ai essayé de dire au début, c'est que les sciences humaines, la réflexion sur l'humain est aussi importante que les sciences exactes. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles la science s'est développée en Occident, en Europe, à l'époque des Lumières et à l'époque moderne, c'est la liberté du milieu universitaire. Et cette liberté, elle n'existe pas encore en Chine. Donc, ils ont beau développer la technologie, je pense qu'il leur manque l'imagination qui naît de la liberté. Pour l'instant, rien n'est sorti de vraiment original de Chine. Ça arrivera un jour, et j'espère que ça arrivera lorsque la liberté va augmenter. Au Japon, ils sont passés par cette phase, et maintenant, la recherche japonaise, aussi bien en biologie qu'en physique, est extrêmement compétitive, riche et fertile, parce qu'ils ont les conditions de liberté de développement que nous avons en Europe et en Amérique. Madame ? Bonjour, moi je suis médecin, simplement. Je pense que vraiment, il y a une défiance par rapport à la science qui est vraiment liée à son utilisation.
C'est bien normal ce qui se passe aujourd'hui et les citoyens réagissent parce qu'effectivement, les techniques qui sont créées à partir des découvertes scientifiques ne leur servent pas forcément dans le bon sens, c'est-à-dire pas au niveau du bien commun ni du bien-être. Donc le problème qui a posé, c'est à mon avis important, c'est le problème du temps, le problème de l'argent, le problème d'éthique, le problème de la responsabilité. Je crois que c'est à vous. Alors, vous avez connu une époque extraordinaire. Moi, la science et la connaissance, ça me passionne, effectivement. Mais aujourd'hui, on est dans vous avez besoin de techniques puissantes pour avancer, donc d'argent énormément par rapport au avant. Avec 3 bricoles, on arrivait à découvrir des choses extraordinaires. Donc ça pose... Qui c'est qui fournit aujourd'hui l'argent? On le sait, c'est le privé, puisque l'État se défausse des choses. Quand c'est l'État, il veut de suite des résultats et il y a toujours de l'association au privé. Donc, qui doit décider de tout ça? L'interférence aussi des citoyens, il faut l'accepter aujourd'hui, je pense, au niveau scientifique. Ils n'ont pas le droit de tout, mais je pense qu'on a un droit de regard qui est très important en médecine aussi, je veux dire, parce qu'on est en train d'évoluer vers un monde d'éternité. Est-ce que les gens en ont besoin? J'en sais rien. Il faut vraiment se poser les questions. Puis ça pose aussi des problèmes, comment y arriver pour tout le monde et comment le financer, tout ça. Oui. Et surtout aussi un problème de responsabilité sur les décisions qu'on prend, même au niveau scientifique. Moi, je pense que des gens comme vous, à l'époque, c'était facile. Il y avait une éthique, une intégrité, il y avait une confiance, c'était extraordinaire. Quand on te dit, moi j'ai demandé, j'ai pas rempli un papier, on t'a donné des sous, mais tout le monde en rêve de ça, quoi. C'est cette notion de confiance qui est plus possible aujourd'hui parce qu'il y a un système qui est récupérateur de tout. C'est vrai que les politiques aussi se défaussent actuellement, et ça, il faut que les scientifiques le refusent. On vous demande votre caution scientifique, vous la donnez, c'est validé, et là, c'est pas bon, quoi. Ils sont en train de filer leur responsabilité sur le dossier scientifique qui n'en assume aucune. Je dirais, c'est là où l'interférence avec la société et la société civile est très importante. On met énormément d'argent sur certaines recherches. Je pense qu'on a déjà le droit, dès le départ, de définir où doit aller cet argent. Je ne dis pas de décider que la société civile, mais d'en faire partie. C'est vraiment important parce qu'on est dans un système, soit la science va se dénigrer complètement, soit ça va exploser. Il y a vraiment aussi le ralentir. Il faut imposer à tous, il faut qu'on réfléchisse où on veut aller. Il faut arrêter de dire je dois compétitivité avec les autres pays. Il faut vraiment qu'il y ait un consensus, sinon on va dans le mur. Merci madame. Bon, je suis d'accord avec une grande partie de ce que vous avez dit. Bon, je crois qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais j'espère que les applications que je vous ai décrites sont des applications qu'on peut considérer comme positives pour la société. Le développement de l'imagerie médicale, du GPS, on pourrait se dire peut-être que le GPS n'est pas indispensable, c'est vrai, mais bon, je crois qu'il faut croire au progrès. Je voudrais aussi dire que il ne faut pas être trop pessimiste sur les aspirations de l'humanité. Les grands appareils que je vous ai montrés, c'est des dépenses énormes et je pense qu'il faut les faire, qu'il faut construire des radiotélescopes, qu'il faut construire des accélérateurs de particules, qu'il faut lancer des satellites pour aller voir comment est constituée une comète. C'est de la recherche gratuite au sens noble du terme. Et le fait que les États, puisque vous dites que les États se défaussent, ils ne se défaussent pas sur cet aspect-là des choses, le fait que les États continuent à financer ce genre de recherche est un encouragement pour la civilisation. Alors maintenant qu'il y ait des problèmes d'éthique, les scientifiques doivent expliquer ce qui est du domaine du possible. Après, les choix doivent être faits par la société et par les politiques. Les scientifiques peuvent donner des conseils ou être consultés comme experts, mais ce n'est pas à eux de prendre des responsabilités. Par exemple, quand je vous parle de l'énergie nucléaire, je crois que les scientifiques peuvent dire voilà ce que l'énergie nucléaire peut produire dans les années qui viennent, voilà ce qui est utopique de penser. Il est utopique de penser que l'énergie solaire va pouvoir remplacer le nucléaire à terme. Il est utopique de penser qu'on va avoir des batteries pour stocker l'énergie et supprimer le nucléaire à terme. Peut-être que ça se fera un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et il faut maintenir une recherche fondamentale tous azimuts, parce que, comme je le disais, il est impossible de prédire quelle est la fraction de la recherche fondamentale qui va être utile. C'est vrai aussi pour la recherche médicale. Je pense au grand programme que Nixon avait lancé pour lutter contre le cancer dans les années 70. Il pensait que c'était juste une question de moyens, qu'on allait mettre $1 milliard et qu'on allait trouver le virus du cancer. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de virus. Qu'il y avait des virus, mais que les virus n'étaient pas la cause première du cancer. Et les vraies avancées qui sont liées à la biologie génétique, elles sont venues en marge de ce grand programme à partir de recherches basées sur la curiosité pure des biologistes. Et ensuite, l'argent est venu. Donc c'est une situation qui est très compliquée et je suis d'accord avec vous qu'on arrive dans une situation critique parce que la population augmente, parce qu'on a des échéances liées au climat, liées à l'environnement, liées aux sources d'énergie.
liées à l'alimentation de ces populations qui augmentent, et il faut trouver des solutions. Les scientifiques peuvent donner des pistes, mais ce n'est pas à eux de choisir qu'est-ce qui va être développé. Mais ce dont j'ai peur, c'est qu'on ait le mirage qu'on va pouvoir planifier tout et que la seule recherche, que la recherche fondamentale c'est un luxe et qu'il faut de l'innovation et qu'on va planifier quand l'innovation va arriver. Ça, c'est pas possible. Une question, oui. Oui, je voulais revenir sur les rapports entre innovation et recherche fondamentale. Oui. Je crois que c'est un point important. Et vous avez dit que les nouvelles technologies naissent souvent de façon inattendue de la recherche fondamentale. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille voir seulement les choses dans cette direction, parce que je dirais aussi que des progrès en recherche technologique, des innovations technologiques ont permis de manière inattendue des grandes avancées en recherche fondamentale. Oui, je pense à la supraconductivité, exactement, qui est née des progrès du froid. Et alors, plus généralement, je pense que dans la recherche fondamentale actuellement, il y a un enjeu, c'est-à-dire pour le chercheur en recherche fondamentale, d'exploiter justement ces possibilités technologiques et de les marier finalement peut-être avec les enjeux de la recherche fondamentale. Oui. Et c'est une grosse difficulté parce que ces aspects technologiques sont de plus en plus complexes. Oui. Et le mariage, je veux dire, de ces deux approches se fait souvent dans la douleur. Donc là, je crois qu'il y a une piste de réflexion peut-être dans cette direction. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais vous avez parfaitement raison. En fait, les deux se marchent de concert. Et je l'ai plus ou moins évoqué à la fin quand j'ai dit j'ai eu la chance d'arriver à la recherche au moment de l'émergence des lasers. En fait, les lasers ont été l'instrument miracle qui a permis toute la recherche fondamentale des 50 dernières années. La manipulation des particules quantiques isolées, elle est impossible sans les lasers. Les atomes froids et toutes les conséquences qu'on en a tirées auraient été impossibles sans les lasers. Les lasers de puissance, maintenant, permettent de réaliser des impulsions qui ont une durée de ce qu'on appelle quelques attosecondes, c'est-à-dire 10-17 secondes, 10-18 secondes. On peut faire de la stroboscopie maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de molécules biologiques à cette échelle de temps. C'était impossible sans les lasers. Donc on fait de la recherche fondamentale, évidemment, à partir du développement technologique. Et à côté du laser, l'autre développement technologique énorme, c'est les ordinateurs, bien sûr. Donc on est, je crois, dans la supraconductivité également. Si on arrive à trouver des supraconducteurs à température ordinaire, ça va faire également un bond gigantesque à la recherche fondamentale et aux applications. Je ne sais pas comment vraiment amener cette question, donc je vous la livre, elle est peut-être violente. Faut-il, et si oui, comment interdire aux chercheurs de travailler pour des entreprises privées? Je m'explique. Imaginez que les découvertes d'Einstein aient appartenu ou aient été brevetées par une entreprise privée et que la bombe atomique ait été développée par une entreprise privée. Imaginez aujourd'hui Google, qui a des laboratoires secrets X et maintenant des laboratoires secrets Y, dans lesquels on développe des robots pour les militaires, dans lequel on développe un séquençage ADN et des manipulations génétiques en secret. C'est quelque chose que vous pouvez aller vérifier. Leur filiale 23,5 est aujourd'hui la plus grosse entreprise privée de séquençage ADN. Il y a des centaines de milliers de personnes qui ont leur ADN stocké chez Google et qui l'utilisent pour le vendre à des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. Et il y a des chercheurs parmi les plus brillants du monde qui sont recrutés et employés par Google ou d'autres entreprises privées pour faire ces recherches fondamentales et qui, demain, pourront être employés directement par des entreprises qui les auront brevetées et qui l'utiliseront pour leur propre intérêt personnel et absolument pas pour le nôtre. Alors faut-il imaginer, par exemple, que toute recherche fondamentale devienne une licence libre à partir du moment où, puisqu'on vous donne des moyens payés par le contribuable, que vous avez des chercheurs grâce au système éducatif, toutes découvertes appartiennent au bien collectif et donc ne soient pas brevetées, n'appartiennent pas à une entreprise privée. Comment empêcher que ce soit des entreprises privées qui s'accaparent aujourd'hui, avec Google à la puissance d'État, les moyens d'État, de pouvoir recruter et de pouvoir attirer les chercheurs? Comment aujourd'hui lutter contre ça et faire en sorte que la recherche fondamentale reste quelque chose de public et de bien collectif? Merci. Non, donc, vous avez posé une question très très vaste. Bon, d'abord, on ne peut pas breveter les idées fondamentales, parce qu'on aurait pu breveter dans les équations d'Einstein ou donc dans la recherche fondamentale, elle est essentiellement non brevetable. Moi, j'ai peut-être pris une fois un brevet dans ma vie et il m'a rien rapporté parce que je l'ai pris uniquement parce qu'on me disait qu'il fallait en prendre. Mais donc la recherche fondamentale n'est pas vraiment brevetable. Alors maintenant, ça vous pose des problèmes d'éthique sur qu'est-ce que c'est que la recherche classifiée? Est-ce qu'il faut mettre un contrôle
à des choses, au stockage, par exemple, de l'ADN par des boîtes privées. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce sont des problèmes d'éthique. Il faut une régulation. Mais il vaudrait mieux que cette régulation se fasse au niveau international et pas au niveau des pays, parce que ça crée une concurrence entre les pays, entre les chercheurs de différents pays. Par exemple, les recherches sur les cellules souches, interdire complètement les recherches sur les cellules souches en France a eu des effets catastrophiques sur la recherche biologique en France. Et maintenant, les mesures qui ont été prises récemment pour assouplir ces règles me semblent très positives, parce qu'elles permettent à la recherche biologique française de se développer dans un cadre contrôlé, comme il le faut. Et je crois qu'il faut simplement qu'il y ait des contrôles et que l'éthique soit respectée. Merci. Voilà, je pense qu'on va conclure. Rendez-vous après le buffet tout à l'heure à 13h30. On a encore un programme formidable cet après-midi avec le climat, Katia Laval par exemple, et d'autres intervenants.